Merci Monsieur le Ministre d'être avec nous. Merci pour l'invitation. D'être avec les auditeurs d'Europe 1 Midi. Vous êtes le ministre des Comptes Publics, le ministre du Budget. Je disais tout à l'heure que c'est vous qui avez les clés du coffre du pays. Oui, absolument. Même si c'est évidemment le président de la République et la première ministre qui prennent les décisions, moi, mon travail, c'est de faire des propositions. Voilà. Alors, parmi vos propositions, vous venez de présenter votre plan anti-fraude fiscale. Un plan anti-gros fraudeurs, plus particulièrement. C'est pourquoi avoir choisi de cibler plus précisément les gros fraudeurs? Moi, je suis pragmatique. Il y a aujourd'hui de l'argent qui manque pour financer nos services publics, nos politiques publiques. Et il y a certaines fraudes pour lesquelles il y a des montants très importants. Si je vous donne un chiffre, aujourd'hui, 80% des droits qu'on notifie en matière de fraude viennent de 10 à 15% des dossiers. Donc c'est des dossiers pour lesquels les montants sont très importants. Moi, je préfère cibler effectivement des gros fraudeurs, le haut du spectre comme on dit, les multinationales, plutôt que le contribuable de classe moyenne ou le patron de PME à qui on en demande déjà beaucoup. Alors, je me posais une question. On connaît toujours pas précisément le montant de la fraude. D'ailleurs, il va y avoir un groupe qui va se réunir pour connaître le montant de la fraude. Pourquoi est-ce qu'il y avait urgence à présenter ce plan maintenant? Parce qu'on sait qu'il y a de la fraude. On sait qu'on doit en permanence adapter nos outils pour répondre à la fraude. C'est vrai qu'il y a un enjeu d'évaluation parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les experts, les économistes, ça va de 30 milliards à 150 milliards. Voilà. Enfin, aujourd'hui, on en recouvre autour de 15 milliards. Donc, on voit qu'il y a de la marge. Et donc, moi, mon objectif, encore une fois, c'est de faire payer ce qu'ils doivent à des contribuables ou des entreprises qui fraudent. Et encore une fois, en me concentrant sur les plus gros contribuables et en essayant d'alléger la pression, de redonner de l'oxygène aux classes moyennes, aux patrons de PME, de TPE. Est-ce qu'il n'y avait pas, alors je vais poser ma question plus clairement, est-ce qu'il n'y avait pas une urgence politique à présenter ce plan? On l'entend, en clair, à parler à la gauche. Ce plan, je l'ai annoncé quand j'ai pris mes fonctions en tant que ministre du Budget, c'est il y a près d'1 an. J'ai dit que dans mes 3 priorités, il y avait la question de la lutte contre la fraude. Le président de la République m'a demandé de bâtir un plan. Ça fait des mois que j'y travaille. Et notamment, j'ai voulu associer des représentants de tous les groupes politiques, quels que soient les partis, à l'Assemblée et au Sénat pour m'aider. Je me suis déplacé dans des pays. Donc, ce que je vous dis, c'est que ça fait plusieurs mois, près d'1 an que je travaille sur ce plan. Il est annoncé aujourd'hui. J'entends évidemment que ça résonne aussi avec une demande de justice qui est exprimée régulièrement, qu'on a pu voir dans certains mouvements, mais c'est un travail au long cours. Oui, pendant le mouvement contre la réforme des retraites, on entendait des slogans « taxer les riches ». Est-ce que c'est une réponse, tiens? Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui fraudent. Je ne suis pas là à stigmatiser une catégorie de contribuables. Par ailleurs, je rappelle qu'on taxe déjà plus que nos voisins toutes les catégories de contribuables. On a fait des choses depuis 5 ans à la demande du président de la République pour baisser un certain nombre d'impôts, notamment sur la classe moyenne qui bosse. Mais enfin, on taxe plus que nos voisins. Si vous prenez les plus riches, on est le dernier pays de l'Union européenne à avoir un impôt national sur la fortune. Vous avez 10% des contribuables aujourd'hui qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. On a un taux marginal sur l'impôt sur le revenu à 45%. Il y a une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui avait été créée au moment de la crise de 2008 par Nicolas Sarkozy, qui devait durer 2 ans. Ça fait 13 ans qu'elle existe. Bref, on taxe plus que les autres, déjà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donc pas d'augmenter les impôts, c'est de faire en sorte que ceux qui doivent payer leurs impôts les payent, et notamment, encore une fois, pour des gros montants et parfois certaines multinationales. J'entendais là, vous, un ministre du Budget, ministre des Comptes Publics, dire bon, on taxe déjà beaucoup. Oui. J'assume de le dire. Et d'ailleurs, je vais vous dire, parfois, en baissant certains impôts, on a plus de recettes. Je vous donne un exemple. Emmanuel Macron, en 2017, s'est engagé à baisser l'impôt sur les sociétés, qui concerne toutes les entreprises en France, y compris les petites entreprises. On l'a passé le taux de 33% à 25%. On collecte plus d'impôts sur les sociétés depuis que le taux est à 25% qu'à l'époque où il était à 33%. Pourquoi? Parce que parfois, quand vous baissez certains impôts, vous permettez à l'économie de se développer, à des entreprises d'avoir plus de marge pour embaucher, pour investir. Et donc, ça fait plus de recettes à la fin parce que l'économie se développe. Donc, vous voyez, moi, j'assume effectivement de considérer, y compris en tant que ministre du Budget, que je ne souhaite pas augmenter les impôts. Je considère qu'on a un niveau d'impôt qui est très élevé aujourd'hui en France. Ça permet aussi de la redistribution des services publics. Mais pour moi, mon enjeu, c'est qu'on paye le juste impôt. Marilou nous appelle de Tours. Bonjour Marilou. Bonjour. Merci d'avoir appelé Europe 1, le standard d'Europe 1. Vous pouvez dialoguer avec le ministre du Budget, Gabriel Attal, qui vous écoute. Oui, bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Écoutez, en priorité, je vous félicite pour cette chasse aux sorcières totalement justifiée.
Je l'avais un peu suspecté parce que vu les questions qu'on me pose maintenant, que me posent désormais les différents organismes où j'ai placé mon argent, je supposais que j'ai même trouvé que cela relevait de l'inquisition, très exactement. Très précisément. Vous avez suspecté qu'on resserre un petit peu la vis. Une façon, si vous voulez, je ne suis pas une grosse contribuable, je précise la chose, je suis retraitée et tout à fait en fin de vie, et j'ai géré les choses du mieux que je pouvais, mais c'est vrai qu'avec des placements en assurance vie pour protéger mes enfants à la ferme, c'est la première année où on me demande de décliner tout mon patrimoine. Jusqu'à présent, aucun organisme financier ne me l'avait demandé. C'était mon problème. Moi, je règle mes problèmes financiers avec les impôts, je déclare ce que j'ai à déclarer. Oui. C'est la première fois qu'un organisme financier qui gère mon argent me pose des questions que je trouvais insidieuses. Bon, mais alors, vous sentiez un petit serrage de vis, quoi, oui. Mais vous faites peut-être pas partie des... Non, pour moi, ce n'est pas du serrage de vis. Oui. C'est de l'inquisition, parce qu'un organisme financier à qui j'ai donné mon argent en gérance n'a pas à s'inquiéter de ce que j'ai placé ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, si je vous donne de l'argent à gérer en assurance vie de telle manière, ce que j'ai ailleurs ne vous regarde pas. Qui regarde les impôts, je veux bien. Oui. Et je pense que ce système n'a un seul objectif, c'est faire une conjonction entre tous les différents organismes financiers que l'on a et pour traquer l'arnaque. Chez moi, il n'y a pas d'arnaque. Par contre, il y a une chose qui me chiffonne, et je dois vous dire, c'est-à-dire que qu'on traque les fraudeurs. Les fraudeurs, oui. Je trouve cela tout à fait normal. Mais vous normal. Mais vous dites, l'État doit rendre des comptes sur nos finances publiques et dire en réalité comment l'État utilise cet argent. Hein, c'est ça, Marie-Lou? Voilà. Ouais, moi, c'est ça. personnellement, si je trouve normal que l'État s'intéresse aux fraudeurs, j'aimerais aussi que l'État trouve un système pour nous rendre des comptes sur la dépense de notre argent qui relève des impôts. C'est notre argent. Et lorsque Monsieur le Président, notre cher Président, dit quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte, je l'ai trouvé toujours en travers de la gorge. Vous voulez que je vous dise, Marie-Lou, je pense qu'il y a beaucoup de Français et d'auditeurs d'Europe 1 qui pensent comme vous, qui disent je paye des impôts, c'est tout à fait normal, mais j'ai envie d'en avoir pour mon argent. Le ministre Gabriel Attal est avec nous, ministre du Budget. Il vous répond juste après la pause publicitaire et le flash. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 midi, spécial plan anti-fraude fiscale. On est avec Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, ministre du Budget, et avec vous, vous appelez le standard d'Europe 1 et vous posez vos questions directement au ministre. Mais tout d'abord, c'est le point info avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Romain, bonjour à tous. Une enquête a été ouverte après l'attaque qui a fait 4 morts, dont un Français hier à Djerba en Tunisie. C'est un gendarme qui a ouvert le feu, tuant 2 de ses collègues et 2 fidèles qui se trouvaient devant une synagogue, la plus ancienne d'Afrique. Toujours sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite, a tweeté Emmanuel Macron. Le projet de loi immigration sera finalement présenté en juillet et non plus à l'automne. Elisabeth Borne a demandé au ministre de l'Intérieur de relancer les concertations. La première ministre avait pourtant annoncé il y a 2 semaines qu'il n'existait pas de majorité pour voter un tel texte. L'association de consommateurs CLCV dénonce les marges brutes explosives des distributeurs sur l'essence et le pétrole et exige une baisse des prix. Un appel renouvelé hier par la ministre de la Transition énergétique. C'est gonflé, selon Michel-Édouard Leclerc. Le président des centres Leclerc pointe du doigt Total qui engrange, je cite, des milliards de bénéfices. De nouvelles restrictions d'eau sont mises en place dès aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales. La quasi-totalité du département passe officiellement en crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte. Concrètement, les particuliers ont interdiction de remplir leurs piscines, d'arroser leurs jardins. Il y aura des contrôles, prévient la préfecture. Et puis du football avec la suite. Ce soir, des demi-finales allées de la Ligue des Champions. L'Inter Milan affronte l'AC Milan. Un match à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. Émilie Dez, merci Émilie. On vous retrouve à 13h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Europe 1 midi.
Midi, 13h, Romain Desarbres. Gabriel Attal est avec nous, ministre des Comptes Publics, ministre du Budget. On était, juste avant le flash et la publicité, en direct avec Marie-Lou, qui nous appelait de Tours, qui disait je suis OK pour la lutte contre la fraude, très bien, je pense que c'est nécessaire, mais j'attends d'abord que l'État rende des comptes sur l'utilisation de l'argent. Elle a totalement raison, Marie-Lou. Les Français, ils payent des impôts. Encore une fois, on est un pays qui taxe encore plus que ses voisins, même si on a baissé un certain nombre d'impôts. Je donnais l'exemple de l'impôt sur les sociétés. On peut citer la taxe d'habitation, la redevance télé, la baisse de l'impôt sur le revenu pour les premières tranches de 5 milliards d'euros. Bref, mais Marie-Lou a totalement raison en disant on paye des impôts et donc on veut avoir un retour sur la manière dont sont utilisés ces impôts. Il se trouve que j'ai lancé il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, une plateforme sur laquelle tout le monde peut se connecter, enavoirpourmesimpôts.gouv.fr. Et vous avez sur cette plateforme d'abord des exemples très concrets d'à quoi servent les impôts des Français sur des grands périmètres de l'action publique, mais aussi des exemples concrets. Par exemple, tout le monde ne sait pas que une année de lycée pour un élève dans le public, c'est 11 000 euros par an pour les finances publiques. Vous avez des exemples comme ça très concrets de ce que ça coûte finalement les services publics. Et deuxième chose, vous avez une consultation. Et moi, je veux donner la parole aux Français, aux contribuables, pour qu'ils puissent nous dire quelles sont pour eux les priorités, quelles sont les économies pour eux qu'on pourrait faire, etc. Par contre, il y a un autre point, je vais très vite, sur lequel je voulais réagir dans l'intervention de Marie-Lou, puisqu'elle parlait du quoi qu'il en coûte, en disant que ça avait été beaucoup d'argent qui avait été dépensé. Moi, pour le coup, j'assume totalement cette dépense. Énormément d'argent. Oui, mais vous avez aujourd'hui des études qui montrent que si on n'avait pas fait le quoi qu'il en coûte, on aurait dû dépenser 2 à 3 fois plus d'argent pour payer le chômage de tous ceux qui auraient perdu leur boulot et l'accompagnement de toutes les entreprises et les petites entreprises qui auraient fait faillite. Donc, moi, je pense que ça a été une politique extrêmement juste de permettre à notre économie de tenir pendant la crise pour éviter d'avoir des destructions massives d'emplois et d'entreprises dans notre pays qui auraient coûté beaucoup plus cher à la fin. Tiens, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que tous les Français doivent payer l'impôt sur le revenu ? Aujourd'hui, il y a moins de la moitié des Français qui payent l'impôt sur le revenu. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Hein, ça, le pourcentage parle sous votre contrôle, mais il y en a de moins. Oui, on est un peu en dessous de 50%. Un peu en dessous de 50%. J'ai le chiffre de 47%. Est-ce que tous les contribuables ne devraient pas payer un petit peu ? Une centaine d'euros, 50 euros, 100, 200, je ne sais pas, c'est à déterminer. Par an. D'abord, tous les contribuables payent la TVA et des taxes régulièrement et au quotidien. Mais c'est un débat qui revient souvent. Oui. Notamment parce que, et j'entends parfaitement ce discours, certains disent finalement payer l'impôt sur le revenu, il y a une forme d'acte de citoyenneté et tout le monde devrait, y compris de manière symbolique, payer une part d'impôt sur le revenu. Et c'est la raison pour laquelle, dans la consultation que j'évoquais sur le site enavoirpourmesimpôts.gouv.fr, dans les questions qui sont posées aux Français, il y a notamment cette question-là. Considérez-vous que tout le monde devrait payer de l'impôt sur le revenu, y compris de manière très symbolique, pour ceux qui ont peu de revenus, mais en tout cas de manière symbolique. Moi, je vais vous dire, sur le papier, philosophiquement, je suis assez séduit par cette idée. Maintenant, on nous demande souvent d'être efficace avec l'argent public, donc si c'est des sommes très très faibles, ça va coûter plus cher à aller chercher que ce que ça va rapporter. Enfin, je le dis aussi parce que ça aussi, les Français ne loupent pas là-dessus. C'est pragmatique. Voilà. Ouais. Et deuxième chose, il faut aussi que ça n'ait pas d'incidence ensuite au niveau local, puisque vous avez certaines tarifications aujourd'hui au niveau local, par exemple pour la cantine des enfants, etc., qui sont parfois indexées sur le fait de payer ou pas l'impôt sur le revenu. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Mais sur le principe, moi je pense que c'est un débat qui est intéressant en tout cas. Politiquement, vous qui êtes un fin politique, politiquement, ça serait audible ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est efficace. Oui. Et notamment efficace en matière de cohésion nationale. Je constate qu'aujourd'hui, vous avez des Français qui travaillent, qui payent des impôts et qui ont parfois le sentiment de payer pour financer un modèle qui permet à certains de ne pas travailler. C'est cette fameuse classe moyenne, moi, à qui je veux m'adresser et pour laquelle je veux agir. Et le président de la République est très attaché aussi à ça. Ces Français qui travaillent, qui payent des impôts, qui ont le sentiment de ne pas toujours en avoir, ni pour leur travail, ni pour leurs impôts, qui ne peuvent pas compter sur des aides sociales d'un côté ou sur un gros patrimoine qui leur permet une rente de l'autre. Et donc moi, c'est vraiment vers ces Français-là que je veux agir. Paul nous appelle du Loiret. Bonjour Paul. Oui, bonjour. Auditeur d'Europe 1 Midi, vous êtes retraité, vous avez 83 ans, vous étiez chef d'entreprise. Dans quel domaine, Paul ? Alors, j'étais chef d'entreprise dans le domaine de la machine textile, qui malheureusement a disparu en raison de la désindustrialisation catastrophique de la France, à commencer par le textile, donc à commencer par mes clients. Oui. Quelle est selon vous... Alors vous avez une question alors j'allais lire votre question au ministre. Alors posez votre question directement à Gabriel Attal qui vous écoute, Paul. Oui, bonjour monsieur le ministre. En fait, j'ai Paul. deux questions. Une question anecdotique, je dirais, et une question plus importante. Oui.
Monsieur le ministre, vous vous souvenez que François Hollande avait dit un petit peu maladroitement qu'on était riche à partir de 4 000 euros par mois de revenus. Alors vous, je vais vous demander deux montants, hein, très simple, je vais vous demander deux montants simples. Selon vous, monsieur le ministre, à partir de quel revenu mensuel est-on riche? Et selon vous, à partir de quel montant est-on ultra riche? Eh ben, Gabriel Attal sourit et va vous répondre. Mais Paul, je vais vous répondre. Moi, je me suis jamais positionné sur... Non, monsieur le ministre, excusez-moi, ne soyez pas... mais je vais vous répondre, mais laissez-moi finir ma phrase. Je vous demande deux montants. Mais je vais finir... pas un discours, je vous demande deux montants. Je vais finir ma phrase. Gabriel Attal va vous répondre. Moi, ce que je dis, c'est qu'un montant, ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas pareil. Tout à fait. C'est pas pareil selon l'endroit où vous habitez. Pour François Hollande, ça en avait un, c'était 4 000 euros. C'est-à-dire que tous les députés, tous les sénateurs, la plupart des hauts fonctionnaires étaient riches. Oui, mais c'est pas parce que chacun est responsable de ses propos. À partir de combien est-on riche? Mais c'est pas parce que François Hollande a dit quelque chose que je dois forcément être d'accord et faire la même chose. Ce que je vous dis, je vous demande pas d'être d'accord avec lui. Je vous demande un montant. Mais selon vous, ce que je vous dis, Paul, si vous posez votre question et vous laissez-moi terminer ma phrase. Pourquoi est-ce que je considère que donner un montant n'a pas de sens? Parce que vous pouvez avoir un montant de revenus, mais selon que vous habitez dans une grande métropole où le coût de la vie est très cher ou dans un autre territoire où c'est moins cher, selon que vous avez à votre charge et que vous aidez vos parents qui sont en perte d'autonomie en EHPAD, vos enfants qui sont à l'université ou pas, ça a un impact différent. Une famille avec 2 enfants qui vit à Paris. Non, mais on est riche à partir de combien? Non, mais la question, encore une fois... Vous voulez pas tomber dans le même piège que l'ancien président? Mais parce que je pense que c'est très réducteur. Parce que le coût de la vie est pas le même, parce que vous pouvez avoir des gens à charge, des enfants, des parents, parfois même des grands-parents dont vous devez vous occuper. Donc voilà, moi encore une fois, je suis pas là à pourchasser ou à stigmatiser une catégorie de contribuables. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la fraude. Voilà, et je considère par exemple, pour répondre à votre deuxième question, que quand on a les moyens de dissimuler une partie de ses avoirs financiers à l'international, dans des paradis fiscaux ou autres, là, effectivement, on doit faire l'objet de contrôles plus renforcés. Et là, c'est pour les ultra-riches. Alors, on est ultra-riche à partir de quel patrimoine? Parce que c'est plus du salaire. C'est ce que je viens de dire. Quand on a la possibilité de placer à l'étranger, c'est déjà qu'on a un patrimoine qui est conséquent. Qui est conséquent. Bon, vous souhaitez des travaux d'intérêt général pour les gros fraudeurs. Vous souhaitez la suspension du droit de vote. C'est pas rien, la suspension du droit de vote. Le droit de vote, c'est l'exercice de la démocratie. Donc, suspendre le droit de vote, des travaux d'intérêt général. Vous imaginez vraiment un gros fraudeur qui va faire un travail d'intérêt général? Pourquoi pas? Moi, je considère que quand on fait une fraude fiscale aggravée, jugée comme telle par la justice, c'est-à-dire notamment quand on dissimule des avoirs à l'étranger pour ne pas payer d'impôts sur ses actifs financiers à l'étranger, c'est ce qu'on appelle la fraude fiscale aggravée. Je considère qu'on s'éloigne de sa citoyenneté. Et donc, d'abord, c'est important qu'il y ait des amendes, évidemment, mais il me semble aussi qu'il devrait y avoir une sanction d'indignité fiscale et civique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant une durée, définie par le juge, on vous prive de tout accès à réduction d'impôt ou crédit d'impôt, et effectivement de vos droits civiques, dont le droit de vote. Et sur les travaux d'intérêt général, j'ai vu que ça faisait débat depuis que je l'ai dit hier, et je ne vois pas pourquoi est-ce que ce serait moins légitime pour un col blanc, entre guillemets, que pour un petit délinquant. Voilà, on développe les travaux d'intérêt général, on va d'ailleurs les développer, y compris dans le réseau des centres des impôts. On va partir en publicité, comme on dit, petit écran publicitaire. Je voulais vous entendre, tiens, un petit mot sur la une de l'Opinion aujourd'hui, qui parle de votre plan anti-fraude fiscale. Je ne sais pas si vous l'avez vu, signé Nicolas Bétou, le patron de l'Opinion. Fraude fiscale, gare à la tentation populiste. Mais moi, j'écoute et je lis très régulièrement Nicolas Bétou, pour qui j'ai beaucoup de respect. Il intervient d'ailleurs, je crois, sur votre antenne assez régulièrement, et donc je lis toujours assidûment, et c'est toujours important et intéressant, évidemment. Voilà, mais c'est pas du populisme, le plan anti-fraude fiscale qui vise les gros fraudeurs. C'est du pragmatisme, encore une fois. Mais il faut faire toujours très attention, et je rejoins totalement Nicolas Bétou sur ce sujet, à ne pas tomber dans la stigmatisation. Et parfois, il peut y avoir des raccourcis qui sont faits. Encore une fois, moi, je ne m'attaque pas à une catégorie de contribuables en tant que telle. Je vais vous dire, l'immense majorité des Français, ils font les choses dans les règles. Ça peut arriver de commettre une erreur, d'avoir un oubli dans sa déclaration. À ce moment-là, on corrige. Et l'immense majorité des Français, y compris les plus riches, ils font les choses dans les règles. Ils peuvent faire un oubli, et à ce moment-là, on corrige. L'immense majorité des entreprises, et même les grandes entreprises, font les choses dans les règles. Encore une fois, une erreur, un oubli, ça peut arriver et on le corrige. C'est une minorité
qui fraudent, mais je pense qu'il faut être pragmatique et qu'il faut lutter contre cette fraude parce que, encore une fois, vous avez une grande majorité de Français qui, eux, respectent les règles et qui attendent quand même que les autres les respectent aussi. Gabriel Attal est avec nous, ministre du Budget, ministre des Comptes Publics. Avec vous, vous appelez le 01 80 20 39 21, vous lui posez vos questions, plan anti-fraude fiscale. On va parler également de la fraude sociale, le RSA. Et puis, il y a un sujet qui revient régulièrement, les difficultés des entreprises, notamment des artisans à trouver de la main-d'œuvre. On en parle sur Europe 1. À tout de suite. Romain Desarbres. Gabriel Attal est avec nous. Gabriel Attal, ministre du Budget, ministre des Comptes Publics. Et on parle du plan anti-fraude fiscale. On est avec Pierre qui nous appelle du Doubs. Bonjour Pierre. Oui, bonjour messieurs. Merci. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez d'où dans le Doubs ? De Besançon. De Besançon, tout simplement. Bon, vous dites que la recherche de la fraude fiscale, c'est important. On paie énormément d'impôts en France. Qu'est-ce que vous voulez dire au ministre ? Eh bien, je veux dire à monsieur le ministre que certes, je suis tout à fait favorable à la recherche des fraudes en tout genre, y compris la fraude sociale qu'il ne faut pas oublier. On va en parler. Je constate quotidiennement qu'on arrête des petits dealers, etc. Je ne sais pas si on supprime les prestations sociales de ces familles. Ensuite, parce qu'ils ne déclarent sûrement pas leurs revenus. Ensuite, je considère que ça va surtout s'adresser cette recherche aux classes moyennes supérieures, donc des gens qui ont travaillé, qui auront économisé. Monsieur le ministre parle de baisse d'impôts, taxes d'habitation, suppression de la redevance, etc. Mais pendant le même temps, on augmente très largement les taxes foncières. En plus, vous lancez un programme de déclaration de propriété, etc. d'ici le mois de... Donc j'ai une confiance tout à fait relative dans ce qui va se passer. Bon, beaucoup de questions, un commentaire et Gabriel Attal qui vous écoute. Une petite parenthèse, l'argent de la drogue auquel faisait allusion Pierre, c'est pas taxé, il n'y a pas de taxe. Ah ben non, forcément. Non, puisque c'est illégal, donc évidemment non, mais on cherche évidemment les douaniers à qui je veux rendre hommage, puisqu'ils sont sous mon autorité. Bien sûr. Réalisent 70% des saisies de stupéfiants en France, ils travaillent beaucoup sur ce sujet-là. Pour répondre à Pierre, on a fait le choix, depuis 2017, de baisser un certain nombre d'impôts. Et on nous l'a d'ailleurs reproché régulièrement. Taxe d'habitation, redevance télé, ça a été dit, impôt sur les sociétés, notamment pour nos PME. Ce que nous dit Pierre, c'est d'un côté, vous avez baissé, mais de l'autre, il y a certains impôts qui ont augmenté, et notamment, c'est l'exemple qui revient toujours, la taxe foncière. Moi, je veux le dire de manière très claire. Je sais qu'à la fin, il y a un seul contribuable qui paye, mais c'est les collectivités locales qui décident d'augmenter leur taxe foncière. Et la taxe d'habitation qui a été supprimée, on leur a compensé. Donc il n'y a pas de volonté d'augmenter, elles ne peuvent pas augmenter la taxe foncière parce que la taxe d'habitation a été supprimée, puisque ça leur a été compensé, la suppression de la taxe d'habitation. Donc je sais qu'à la fin, il y a un seul contribuable et qui disent que ce soit l'État ou les collectivités locales, à la fin, moi je paye l'impôt. Et donc, mais c'était important pour moi de redonner ces perspectives-là. Mais quand même, taxe d'habitation, c'est en moyenne, je crois, 800 €. La redevance télé, 138 €. La baisse de l'impôt sur le revenu, c'est des gens qui travaillent, qui sont de classe moyenne, en tout cas pour les premières tranches. La défiscalisation des heures supplémentaires. Cette année, il y a une mesure qui me semble très importante sur laquelle je veux communiquer, c'est notamment pour les classes moyennes qui travaillent, y compris les classes moyennes supérieures dont parlait Pierre, qui doivent faire garder leurs enfants. Ça coûte cher, ça peut coûter cher une crèche, une assistante maternelle. Jusqu'à présent, elles pouvaient déduire de leurs impôts jusqu'à 2300 € par an et par enfant. On a monté ce plafond à 3500 € par an et par enfant. Donc là, on est pour les classes moyennes qui travaillent, classes moyennes supérieures, pour qu'elles puissent déduire davantage de leurs impôts quand elles font garder leurs enfants. C'est des mesures qui sont très concrètes. Voilà, maintenant, c'est vrai, on est encore, et c'est une réponse à ceux qui disent qu'il faut augmenter les impôts, on est encore le deuxième pays de l'OCDE en termes de prélèvements obligatoires. On a aussi une situation de finances publiques et une dette qu'il faut rembourser, mais je suis parfaitement conscient sur le fait qu'on a encore beaucoup d'impôts en France, ce qui justifie pour les Français qu'on travaille pour avoir les meilleurs services publics d'Europe en France, puisqu'on a un des taux de prélèvement obligatoire les plus élevés. Vous reviendrez peut-être nous présenter votre plan de lutte contre la fraude sociale, mais est-ce que le gros sujet du moment, est-ce que c'est pas le fait que le travail ne paie pas beaucoup plus que l'assistanat? Le travail paie plus. D'abord, effectivement, quand le président de la République m'a demandé de travailler sur la fraude, il m'a dit je veux un plan sur la fraude fiscale et sur la fraude sociale. Donc je présenterai le volet fraude sociale avant la fin du mois et je reviendrai avec plaisir si vous me réinvitez. Ensuite, vous avez raison
sur le fait de dire qu'il faut que travailler paye toujours plus que ne pas travailler. C'est le cas déjà aujourd'hui, mais pas assez. Mais c'est pour ça qu'on a fait la prime d'activité qu'on a renforcée pour ceux qui travaillent. C'est pour ça qu'on a fait une réforme qui était difficile, hein, on a été critiqué pour ça, sur l'assurance chômage. Notamment parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises vous disent on cherche à recruter, on n'y arrive pas. Et on a fait adopter une réforme à l'automne dernier qui dit quand l'économie va bien, qu'il y a des perspectives d'emploi, on doit réduire la durée d'indemnisation du chômage. On était assez seuls à porter cette réforme. Le Rassemblement national a voté contre, l'extrême gauche a voté contre. On a assumé de porter cette réforme. On va porter bientôt la réforme du RSA pour dire que en face du RSA, il doit y avoir des contreparties en matière d'insertion, de mise en situation professionnelle pour retourner vers l'emploi, puisque l'objectif du RSA, c'est pas que les gens restent au RSA, c'est qu'ils puissent être épaulés avec un filet de sécurité pendant un temps, qui reprennent ensuite une activité. Donc vous voyez, on porte cette action-là et on l'assume totalement. On est assez seul politiquement à la porter, encore une fois, on a peu d'alliés sur le sujet, mais on continuera à la porter. C'est, je crois, à mettre au crédit du président de la République d'avoir cette détermination. Il y a les questions des auditeurs d'Europe 1 Midi. Là, c'est une de mes questions. Il y a une question que je me pose. Vous voulez qu'on ne verse pas le RSA, enfin que le versement du RSA soit conditionné à 9 mois de présence sur le territoire. Oui, alors en fait, pour toucher des allocations sociales aujourd'hui, vous devez passer un certain nombre de mois dans l'année sur le territoire national. Oui. Le nombre de mois est différent selon les allocations. Pour le minimum vieillesse, les allocations familiales, c'est 6 mois dans l'année. Pour les APL, c'est 8 mois dans l'année. Et pour le RSA, la prime d'activité, c'est 9 mois. Moi, j'ai dit déjà, passons tout à 9 mois. Montons la condition de résidence pour toutes les allocations. Donc ça, c'est une mesure qui me semble importante. Deuxième mesure que j'ai déjà annoncée, à partir du 1er juillet prochain, on ne versera plus d'allocations sociales sur des comptes bancaires étrangers. Alors là, certains me disent pourquoi ça n'a pas été fait avant. J'en sais rien. En tout cas, moi, je suis dans mes fonctions depuis un peu moins d'un an. J'ai pris cette décision. 1er juillet prochain, il n'y a plus de versement d'allocations sociales sur des comptes bancaires étrangers. Et le plan que je présenterai d'ici la fin du mois, il y aura d'autres mesures qui vont dans le même sens pour renforcer notre action. Mais sur les 9 mois, je ne comprends pas pourquoi 9 mois. Qu'est-ce que font les allocataires du RSA les 3 derniers mois ? Ils sont pas dans leur résidence secondaire, ils sont pas en vacances à l'étranger. Non, mais vous pouvez... Pourquoi 9 mois ? C'est la règle telle qu'elle existe depuis un certain temps. On pourra toujours avoir des débats sur le fait de monter encore. Après, vous pouvez avoir des gens qui vont un certain temps, quelques semaines, retrouver leur famille à l'étranger. Mais moi, j'entends parfaitement. Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP, disait pourquoi pas 11 mois. Oui, sauf qu'à ce moment-là, moi, j'harmonise toutes les allocations. Donc, ça veut dire que pour des gens qui touchent des allocations familiales, ils sont un certain nombre, y compris des Français qui travaillent. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous avez interdiction de quitter le territoire national plus de 4 semaines dans l'année. Donc, il faut voir la manière dont on fait les choses. Mais moi, je vais vous dire, la logique de mon plan, c'est de renforcer le contrôle et les conditions pour percevoir des aides sociales en France. David nous appelle d'Épernay. On parle inflation, on parle prix du carburant. Bonjour David. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Le ministre du Budget vous écoute. Vous dites on n'arrive pas à comprendre comment les prix de l'essence peuvent être aussi élevés alors que les prix du baril n'ont jamais été aussi faibles. Exactement. Avant de vous parler, bonjour à tout le monde, j'ai regardé un petit peu les tarifs parce que je me suis un petit peu documenté. Je sais que les ministres ils aiment bien les chiffres. Donc on est à 1,85 le litre alors qu'au mois de mars 2018, je passe le Covid, on était à 1,37. Et pourtant le baril était au même prix. Donc voilà, donc il y a un gros écart. Je ne sais pas si l'État, le ministre peut jouer là-dessus. Je ne sais pas s'ils ont envie de le faire, s'ils peuvent le faire. Mais en tous les cas, pour mon cas, moi, aujourd'hui, je paye 1,85 € le litre. J'ai 4 camions qui tournent. Je vous fais un petit calcul vite fait, comme ça, juste pour info. La différence entre il y a 2 ans et maintenant, ça me fait 40 € de plus par plein, sachant que je fais 2 pleins par semaine, par camion. Ça me fait 1 400 € par mois de plus à payer en coût fixe. Non mais c'est le prix de l'essence, c'est assez incroyable. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'on en est à se réjouir à trouver de l'essence à 1,80 €, alors qu'avant le Covid, c'était 1,20 €, 1,30 €. Vous avez des stations qui sont encore au-dessus. Moi, je regarde toujours en passant la station à côté de laquelle je suis passé ici à Paris pour venir vous voir. On était même à 1,96 €. Dans les villes, c'est le prix. Et je sais parfaitement que ça engendre des difficultés, notamment pour des Français qui travaillent, qui doivent utiliser leur voiture ou leur camion. Il y a effectivement une baisse du baril, et ce qu'on attend maintenant, ce qu'on veut maintenant, c'est qu'elle se répercute sur le prix de l'essence. Et je peux vous dire que Bruno Le Maire travaille de très près sur ce sujet, avec les distributeurs, avec les pétroliers, pour faire baisser le prix. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait encore un prix qui soit un peu différent ? D'abord, c'est que vous avez des distributeurs qui se sont approvisionnés avant, à un moment où les prix étaient plus élevés et qui écoulent des stocks qui leur ont coûté plus cher avant. Je vous dis ce qui m'a été dit par le ministère de l'économie. Moi, je suis du côté budget. Deuxième chose,
des mouvements sociaux qui ont pu avoir lieu notamment dans des raffineries il y a quelques mois ont pu désorganiser la chaîne, ce qui a entraîné une augmentation des prix puisqu'il y a eu pendant un moment moins d'offres d'essence raffinée dans notre pays. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est 1, je sais que la situation est très difficile. 2, je sais que c'est incompréhensible pour des Français qui font leur plein et qui voient que le prix du baril a baissé. Et 3, qu'il y a une énorme pression qui est mise par Bruno Le Maire sur les distributeurs et sur les pétroliers pour que, au plus vite, la baisse du prix du baril se ressente sur la baisse du prix à la pompe. Et c'est un peu la même chose aussi sur l'inflation dans l'alimentaire. Puisqu'on voit qu'il y a des prix qui avaient augmenté parce que les matières premières avaient beaucoup augmenté. Là, on voit que les matières premières baissent. Maintenant, l'objectif, c'est que le prix baisse aussi pour le consommateur dans les supermarchés. Je peux vous dire que Bruno Le Maire ou ma collègue Olivia Grégoire, il les marque à la culotte les industriels. Il y a une réunion demain sur ce sujet. Merci beaucoup Gabriel Attal, merci d'être venu.